Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cette assemblée générale annuelle du RÉSIC. Donc, ça nous fait plaisir de passer cette heure et demie-là avec vous et de vous partager, dans le fond, des informations pertinentes en lien avec les activités du réseau, celles à venir. Comme vous savez, on est quand même dans une période très cruciale dans l'histoire du réseau, étant donné que on applique pour un nouveau financement pour le 2024-2032. Et comme vous le savez aussi, on a soumis une prédemande en octobre dernier pour ce nouveau réseau. Donc, je vais débuter par vous proposer l'ordre du jour. Là, comme vous savez, c'est enregistré. Donc, on peut ouvrir l'Assemblée. Donc, la proposition de l'ordre du jour, on a différents points à discuter avec vous. Donc, on va brièvement là, vous présenter la structure organisationnelle actuelle du réseau. On va aussi vous informer des principales activités qui ont eu lieu pendant la période 2022-2023 qui s'achève. Et puis, on a aussi la chance d'avoir Maria Cecilia Galani, qui est la nouvelle éditrice là, de la revue Sciences infirmières et pratiques en santé, qui va nous faire un bref aperçu là, des avancées au niveau de la revue. Et on tient également à remercier Sylvie Cossette, qui avait pris la relève là, dans les 2 dernières années comme éditrice en chef de la revue et qui a terminé son mandat à la fin de l'année 2022. Ensuite, prochaine diapositive pour les points de l'ordre du jour. José va vous brièvement là, vous présenter là, le budget de l'année qui se termine et des orientations budgétaires de l'année à venir. On va également discuter de la programmation des activités pour l'année à venir, l'avancée des travaux par rapport à la demande qu'on va déposer pour le nouveau réseau de recherche. Si vous avez des points de varia à, à indiquer là, ou à discuter là, pendant l'assemblée, là, ce serait le moment. Si vous voulez laisser une note soit dans le chat ou si vous voulez faire une proposition, vous pouvez aussi lever la main et on pourra ensuite clôturer l'assemblée. On a prévu une durée de 90 minutes pour l'assemblée aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aurait des points à ajouter? Ce serait le moment de le faire. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a rien dans le chat pour l'instant? Non. Donc, tout semble beau. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour? Mhm. OK. Mhm. Excellent. Merci. Donc, on poursuit. Donc, la structure organisationnelle actuelle, elle est elle est principalement la même que vous connaissez. Il y a eu certains petits ajustements. Bon, la co-direction, c'est José et moi depuis mai 2020. Au niveau du comité de direction, comité exécutif, pardon, Marc-André Maheu-Cadot qui s'est joint à notre équipe en septembre dernier comme directeur exécutif du réseau. Donc, on est très heureuse de l'avoir dans notre équipe et on le remercie énormément pour son soutien. Et un beau retour pour nous également, Catherine Amélie Ledoux, qui s'est rejoint à notre équipe comme coordonnatrice du réseau. Au niveau du comité de direction, en fait, c'est des représentants, en plus de José et moi, là, comme co-directrice, c'est des représentantes des différentes universités partenaires. Donc, c'est principalement des membres là, qui sont impliqués là, depuis les dernières années. Il y a Maë Gilbert Ouimet qui s'est joint au comité de direction pour représenter l'UQAR en remplacement de Lily Lessard. Lily, comme bon, certains d'entre vous le savez, qui va déposer une demande pour un nouveau réseau en lien avec la résilience en contexte de crise et de pandémie.
Donc, on souhaite la bienvenue à Maë dans le comité de direction du RÉSIC. Notre comité scientifique, qui sont, dans le fond, les responsables des différents axes et plateformes de notre réseau. Alors, au niveau des activités, dans la dernière année, en fait, notre activité principale a été vraiment de préparer la pré-demande qui a été déposée en octobre dernier. On a néanmoins eu un webinaire en juin 2022 sur la décolonisation des soins de santé qui était présenté par Amélie Blanchet-Garneau de l'Université de Montréal avec Anne-Renée Delicoli, une étudiante à la maîtrise. Donc, ce webinaire a été très, très apprécié. Il est également disponible si vous voulez le visionner via le site du réseau. Donc, vous avez le code QR ici ou sinon, vous pouvez le trouver facilement là, via le site. Donc, on les remercie pour ce webinaire fort intéressant. On a eu à l'automne dernier, bon, il y a eu le CDF qui a eu lieu à Ottawa. C'était le 8e congrès mondial et le RÉSIC avait une séance simultanée. Donc, on a eu différentes présentations sur des projets structurants qui ont été financés par le RÉSIC et on a eu la chance de présenter lors de cet événement-là. Donc, vous avez une photo de nous toutes qui étions présentes lors de l'événement. Et lors de cette séance-là, on a présenté aussi les résultats de l'enquête qu'on a menée en collaboration avec l'OIQ et l'OIAC à l'automne 2020 et 2021. Ici, vous avez des publications de la première enquête là, qui ont été publiées, sont disponibles. Et il y a également 2 articles là, qui sont en préparation sur l'enquête plus récente qui a été réalisée. Au niveau du concours MIS et des bourses RÉSIC universitaires, bon, comme vous le savez, là, le concours MIS a eu lieu un peu plus tard l'année dernière, là, contrairement à ce qu'on a l'habitude. Donc, le concours a eu lieu plus à l'automne et les universités partenaires ont versé au total un montant de 83 600 comme bourse à 12 étudiants au cycle supérieur. Donc, ça nous amène aux concours de financement qui ont été récemment lancés. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Josée pour poursuivre. Oui, bien merci Céline. Donc, vous avez vu en décembre dernier, en fait, peut-être vous mettre un peu en contexte. On a eu en fait un financement important du FRQS et du ministère à partir de septembre. On verra plus à fond un peu le budget là, dans quelques minutes. Ça nous a permis vraiment d'ouvrir des concours en décembre dernier, de mettre de l'avant, dans le fond, 3 concours de projets, en fait, 6 demandes qu'on est en mesure de financer pour des projets innovants, des demandes de subventions, en fait, du soutien pour faire des demandes de subventions à des organismes externes et du soutien à la publication. Donc, ces concours lancés au mois de décembre, la date était le 23 janvier, en fait, l'appel de proposition pour le 23 janvier. On a eu 21 demandes soumises. Je peux dire déjà que ça va à bon train. Les personnes qui ont soumis, qui ont fait des propositions devraient recevoir une réponse d'ici la fin février, là, assurément. Donc, je pense que ça conclut un peu notre année comme telle au niveau des activités comme telles. Céline a dit au départ, voici les quelques activités qu'on a fait. Moi, je pense que l'activité qu'on n'a pas écrite, c'est qu'on a fait plusieurs fois des représentations auprès du ministère pour avoir un financement qui comme vous pouvez voir, là, nous permet cette année mettre de l'avant des projets innovants et donc, je pense qu'on a fait beaucoup de représentations au cours de l'année 22. Donc, j'irai avec le prochain point qui est la revue. Donc, je pense et comme disait Céline, bon, on a la chance d'accueillir Maria Cecilia, puis on voulait remercier
également le travail exemplaire, en tout cas, qui a été réalisé par Sylvie et son équipe, Mélina Bernier, pour cette revue. Donc, ils ont fait vraiment un travail qui est remarquable. Donc, je laisserai Maria Cecilia nous présenter, dans le fond, le travail, en fait, la dernière année, ce qui a été réalisé au niveau de la revue. Merci beaucoup, José. Je suis vraiment ravie de pouvoir collaborer à la revue dans ce sens-là. Il faut mentionner aussi que le travail qui a été fait par toi aussi avant Sylvie a été remarquable. Je pense que j'ai avec moi une grande responsabilité de faire le suivi des deux grandes qui ont fait des immenses travaux qui ont permis d'amener la revue où elle est présentement. Donc, si vous pouvez passer les prochains diapositifs, je vais juste faire un petit rappel un peu de l'historique de cette revue. Donc, la revue est fruit du RISI, qu'elle a été lancée en 2018. Le lancement a été fait lors du Congrès international du CDF à Bordeaux. C'est une revue qui est bilingue. Donc, on peut publier en français ou en anglais avec un abstrait qui est fait, un résumé qui est fait dans l'autre langue. Et elle rencontre toujours, depuis son départ, elle est vraiment préoccupée de rencontrer les plus hauts standards de qualité internationale. Donc, c'est une revue qui est dans libre accès pour les lecteurs, lectrices et gratuite pour les auteurs et les autrices. C'est vraiment un point qui est majeur dans la revue et en considérant la qualité de la revue. Donc, c'est un point très fort. Elle a suivi un processus d'évaluation en double issue par le père. Donc, ça suit vraiment une évaluation rigoureuse des articles qui arrivent. Et au fur et à mesure que le temps passe, elle a devenu indexée dans plus de bases de données. Il faut mentionner aussi que récemment, elle a reçu les sauts d'excellence de DOAJ. C'est destiné aux revues qui démontrent les meilleures pratiques en matière de publication en libre accès. Et ces sauts-là n'est destiné qu'à 10% de revues qui ont déjà son DOAJ. Donc, ça montre l'excellence, la qualité de la revue qui est là. Depuis sa première apparition en 2018, on a déjà 50 articles qui ont été publiés, 23 en français, 27 en anglais, et on a aussi 26 abrégés en français que je vais vous parler un peu plus tard. On a 11 éditoriaux qui ont été faits par les éditrices en chef et 6 éditoriaux hérités. C'est une politique de la revue, avoir toujours maintenant un éditorial d'électrice en chef qui discute sur un thème et fait la présentation de ce qui est publié dans la revue, mais aussi un invité qui va parler de notre thème qui est important et qui est pertinent pour la revue. Donc, ça mène l'intérêt à la revue aussi. Et juste seulement en 2022, on a eu plus de 18 000 téléchargements. Ça parle beaucoup de l'importance de comment la revue est vue par les gens, elle peut être utile, peut être utilisée par les lecteurs spécifiques et les grands publics aussi, parce qu'il y a des libres accès. Donc, c'est ce point qui est important de juste rappeler. Et encore une fois, c'est grâce à José et à Sylvie qu'on est arrivé à ces points où nous sommes rendus. Donc, bravo, c'est un travail qui était excellent. Les prochains, s'il vous plaît. Je dois remercier aussi Mélina qui est là, Mélina Bernier. Mélina, c'est elle qui avait préparé même le PowerPoint. On a discuté, elle a fait le PowerPoint. C'est exceptionnel le travail qu'elle fait dans la révision des articles et tout. Donc, je pense à tout travail d'équipe qui m'enchante énormément par la qualité, par la collégialité avec cela est fait. Le principal fait, c'est ça que je dois présenter aujourd'hui pour vous. En 2021, à la fin de 2021, qu'est-ce qui s'appelle dans la revue? On a eu un numéro spécial. D'habitude, on essaie d'avoir moins de numéros par année. Et en 2021, on avait à la fin, on avait un numéro spécial sur la COVID-19. Et aussi, l'autre fait important, c'est l'ouverture du format post-publication. Ça veut dire qu'aussitôt que l'article est accepté par les réviseurs, donc c'est la dernière, il a fait toutes les révisions nécessaires et a été accepté par les réviseurs et par l'éditrice en chef, l'article est mis en forme et déjà disponible sur l'Internet avant même de sortir le numéro de la revue. Ça facilite, ça augmente l'accès rapide au contenu scientifique. C'est lié aussi à des qualités de grandes revues, donc la revue est déjà capable de faire ça. En janvier 2022, c'est quand elle a reçu son sceau de OAJ.
Après ça, au mois de mars-mai, on a eu déjà les formats post-publication. On a eu 3 articles qu'on était déjà mis en diffusion. Et de ces 3 articles, il y a un qui c'est l'article de Les Blancs et les Mires qui a été récipiendaire du prix Alice Girard Janvier de FRQS, les publications en français. Donc, bravo pour les autrices, mais bravo pour la revue qui a su discerner un bon article. Ça donne encore une visibilité de plus pour la revue. En juin, donc, on a eu notre premier numéro régulier de 2022 avec 5 articles publiés, 4 en français, 1 en anglais, une éditoriale invitée. Après ça, en septembre, en octobre, encore 2 articles qui ont été mis en diffusion dans les formats post-publication et le numéro spécial de CDF. Donc, on a eu un accord, Sylvie et Mélina, je pense que dans les discussions avec Madame Salette, on réussi à avoir un accord pour publier certains résumés qui ont été évalués comme de grande qualité par les comités scientifiques. Ces résumés, ce sont 26 abrégés qui ont été publiés dans la revue et en ayant le soin aussi d'avoir une représentation des pays qui composent les CDF aussi, donc vraiment un numéro international fort intéressant. C'était publié en octobre. En fin novembre, on a eu notre identité visuelle, notre logo qui était conçu pour la revue. C'est le beau logo que vous voyez ici en haut, dans les coins haut à gauche. Donc, vous voyez l'image en 3 couleurs. On a 3 trios de lignes, là, donc chaque trio dans une couleur différente. Ces couleurs différentes représentent les différentes disciplines qui peuvent travailler ensemble. Et l'interdisciplinarité est représentée par l'intersection des lignes et les couleurs sont très harmonieuses. Ça représente l'harmonie entre les disciplines qui travaillent ensemble pour produire le meilleur résultat en santé. Ça, donc, c'est le symbole et entre le logo reste entre les titres en anglais et les titres en français de la revue. En décembre, nous avons eu notre numéro régulier, donc 4 articles, 3 en anglais et 1 en français. Et l'éditorial invité, c'était moi, parce que je commençais ma fonction, c'est le dernier de Sylvie comme éditrice en chef, et je fais mon éditorial invité. L'autre chose qui est important aussi, c'est de dire depuis longtemps, depuis toujours, la revue travaille sur les standards de qualité, d'amélioration continue. Une chose qui est très importante, les évaluateurs, c'est très difficile d'avoir les évaluateurs. Donc, Sylvie a mis en place une politique de reconnaissance des évaluateurs. Donc, d'abord, les évaluateurs sont informés de la décision. Donc, ils vont participer, ils vont en bout de ligne. Ils ne savent pas, parce que parfois, on va savoir juste sur la fin de l'article quand on les voit publier, on ne va pas publier dans la revue. Mais ici, on donne l'information sur la décision. On offre une certification, une attestation à l'évaluateur qu'il peut ajouter aussi dans son CV. Et dans les numéros, on va commencer à sortir les noms des liés à l'article, mais dans la revue, on va indiquer les gens qui ont collaboré dans la révision des articles dans la revue. Ça donne une visibilité au travail qui est fait par les évaluateurs. Donc, c'était très important pour nous. Et aussi, il y a une amélioration continue du site web de la revue, dans les menus de navigation et des contenus. Un autre point important, les défis qui se présentent pour nous cette année, c'est la demande. Je vais montrer les plusieurs bases de données auxquelles nous sommes déjà indexés, mais il manque encore. On a une marche qui est vraiment importante, qui est l'indexation dans PubMed Central. Ça va être vraiment la marche à monter. Quand on arrive à ça, la visibilité de la revue va être vraiment importante. Ça va permettre les gens de connaître ce qu'on publie dans la revue. Et le fait que soit dans les PubMed, ça va attirer les gens à publier dans la revue aussi. Ça fait un cercle, ça qui est important. Si je peux vous laisser un message maintenant, aujourd'hui, c'est préciser notre revue. Envoyez vos articles, référez la revue à vos collègues, surtout à l'international. On a besoin d'articles de qualité, des articles qui viennent de l'international et aussi donnez-nous un coup de main dans l'évaluation des articles. On a besoin de votre expertise pour l'évaluer de façon rigoureuse. C'est très important. Donnez l'opportunité de vos étudiants gradués de le faire aussi sous votre supervision. C'est très apprécié, vos étudiantes, si cela est fait
si vous êtes communiqué, ils vont recevoir aussi une certification. C'est très important pour leur CV. Et je pense que l'avenir pour la revue est quand même fort intéressant, mais on a besoin de la collaboration de tout le monde. C'est ce que j'ai. Si vous avez des questions à la fin, je serai disponible pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria Cecilia. En fait, puis je voulais dire aussi, Maria Cecilia, au départ, c'était un peu une instigatrice avec Jacinthe Pépin de la plateforme internationale du RISIC en 2015-16, d'avoir cette idée-là de développer cette revue. Donc, nous sommes très heureux, puis on voit que tu es excessivement engagé. Donc, bravo. On poursuit avec le budget. Je regarde les questions, je regarde le chat. Vous pouvez, en tout cas, au fur et à mesure, s'il y a des questions, allez-y. Peut-être avec le budget, il va y avoir plus de questions, mais allez-y, là, si vous avez des questions à poser, on peut les prendre au fur et à mesure. Donc, pour ce qui est de la présentation du budget 22-23, la prochaine diapo. Donc, vous savez que le 1er avril 2022, on avait en caisse, en fait, le 1er avril 2022, 89 492. Donc, nous, finalement, on attendait un financement pour vraiment partir nos opérations de façon plus active, qu'on pourrait dire. Donc, c'est au mois de juin et au mois d'août qu'on a eu la confirmation. Au mois de juin, on a eu une confirmation d'un premier 75 000. Pour le mois d'août, on a eu la confirmation du ministère, quand je vous ai dit que 22, on a fait beaucoup de représentations, qu'on allait avoir un 500 000 du ministère. Donc, finalement, au mois de septembre, on a débuté avec un 664 462. Donc, avec un financement qu'on pourrait dire quand même majeur. Et là, assez rapidement, donc en même temps, ça coïncidait avec la prédemande là, du nouveau réseau qui était au mois d'octobre, mais assez rapidement, nous nous sommes rencontrés avec le comité de direction scientifique pour un peu prévoir les postes budgétaires. Et au FRQS, comment ça fonctionne? Il y a comme 5 postes budgétaires. Donc, le premier poste budgétaire, c'est du soutien à la gestion et à la coordination. Le deuxième, c'est du soutien aux activités de concertation. Du soutien aux initiatives structurantes. Donc, c'est là qu'il y a soit les projets pilotes ou soit des projets structurants. Le quatrième, c'est du soutien aux activités de diffusion et de transfert des connaissances. Et le cinquième, c'est du soutien, dans le fond, aux plateformes, aux ressources communes de recherche, dont la revue. Donc, rapidement, on a élaboré avec le 664 000 un budget au courant de l'automne. Peut-être rester, j'ai pas terminé, merci. Donc, on a élaboré ce budget-là au cours de l'automne. Et comme vous pouvez voir, en date du 7 février, donc on a commencé cet automne. Assurément qu'on ne pourra pas vraiment tout débourser ce budget. Donc, au niveau de la gestion, coordination, vu qu'on a engagé des gens à partir du mois de septembre-octobre, donc assurément qu'on ne se rendra pas aux 134 000. Et pour les autres activités, vous pouvez voir, à part les ressources communes, où en majorité, c'est beaucoup la revue, on va être en mesure assurément, parce qu'on a eu 21 demandes là, pour un peu des initiatives structurantes. Donc, on va être en mesure, d'ici le 31 mars, dans le fond, de dépenser le 325 000, mais on sait déjà qu'il va nous rester un 156 700, grosso modo, qu'on peut reporter, dans le fond, à 23-24. Donc, je ne peux pas fermer à cette étape-ci le budget comme tel, mais je voulais que vous sachiez un peu où on en est avec notre budget. Je suis prête à prendre des questions ou je poursuis si je ne vois pas de questions, mais après les orientations les orientations budgétaires 23-24, je pourrais faire un arrêt parce que là, je fais le tour, je ne vois pas des mains levées. Donc, les orientations 23-24, je vais poursuivre. Puis, s'il y a des mains levées, OK. Les orientations 23-24, merci Marc-André. Donc, comme je vous dis, si 22-23, il nous reste 156 600, donc on devrait avoir cette année, donc on devrait, là, on va avoir cette année un 575 000 du FRQS et du ministère, pour un total de 731 600
En fait, il faut planifier un budget jusqu'au 31 mars 2024. Donc, toujours en accord avec les postes budgétaires, en fait, il y a quand même des propositions, des postes qui doivent, on doit respecter un peu les postes budgétaires qui sont mis de l'avant un peu par la FRQS. Donc, sur le 731, qu'il faut terminer le 31 mars 2024, donc on planifie le budget le 31 mars 2024, c'est sûr que s'il y a des surplus, on peut toujours aller jusqu'au 31 mars 2025, mais vous savez qu'on ne pourra pas faire des concours en 2025. Le RISIC comme tel prend fin le 31 mars 2024. Donc, tous les concours doivent être lancés le 31 mars 2020, avant le 31 mars 2024. Les sommes doivent être mises de l'avant le 31 mars 2024, même si on peut on peut avoir une année supplémentaire, mais on ne pourra pas faire des concours 24-25 comme tel. Donc, c'est quand même, on a pensé, on a rencontré notre comité de direction et scientifique la semaine dernière pour un peu planifier les postes budgétaires. Puis ça ressemble un peu à ce qu'on avait planifié 22-23. Donc, la gestion, la coordination, c'est quand même un montant de 136 600. Donc, on a Marc-André, on a Catherine, des fois, on a du soutien aussi pour la coordination. Des activités de concertation dans les réseaux maintenant, il va falloir avoir beaucoup d'activités qui mobilisent les citoyens. Donc, on a pensé, on n'a pas tout développé la programmation comme telle, mais c'est un peu les montants alloués, mais on est en train d'y réfléchir, des forums avec les citoyens. Donc, mettre de l'avant plusieurs activités de concertation. Là, on est dans la demande qu'on est en train de rédiger. Il va y avoir aussi des activités de concertation, donc du financement pour soutenir ces activités. Donc, tout ce qui touche projet pilote, projet des subventions, du soutien à des subventions de plus grande envergure. Donc, tout ce qui touche l'initiative structurante, dans le fond, majoritairement, on met l'argent à ce niveau-là. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, Marc-André m'avait bien fait la remarque de vous dire que oui, on a mis des concours cette année, mais on va après ça envoyer un questionnaire pour voir s'il y a des changements à faire, un peu sonder, faire un genre d'enquête pour voir s'il y avait des points d'inconfort, des points d'amélioration. Donc, ça, j'ai oublié de le dire, mais bref, je vous le dis. Donc, l'initiative structurante, activité de diffusion de transfert, on veut faire 75 000. Marc-André va vous expliquer plus en détail, mais je pense que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de symposium. Donc, on veut vraiment avoir des activités de diffusion de transfert. On veut aussi que vous nous proposez des activités. Donc, ça va être plus dans l'opérationnel. On fait un budget, je ne peux pas vous dire que tout l'opérationnel est défini de façon finement, mais c'est un peu le budget. Les ressources communes de recherche, c'est nos plateformes. Donc, il y a 3 plateformes, on a prévu à 80 000. Et bon, pour arriver à 0. Donc, il faut nous planifier un budget au 31 mars 2024 à 0. Et comme je vous dis, on pourra dépenser l'argent jusqu'au 31 mars 2025, mais on ne pourra plus faire de concours après le 31 mars 24 comme tel, parce que le RISIC comme tel, à moins qu'on le finance, ne sera pas dans les concours de réseau, donc on va être sur une autre forme que je vais vous présenter sous peu, là, mais bref, je pense que ça fait le tour de... Et là, OK, oui, je termine en vous disant qu'au niveau des orientations budgétaires, on va vous envoyer, parce que là, on ne peut pas trop tout... On veut votre appui, votre soutien, donc vous allez recevoir tous les chercheurs du réseau, du RISIC, vous allez recevoir un courriel pour vous demander, dans le fond, d'accepter, d'adopter ces orientations budgétaires. Donc, 22-23, c'est terminé, mais les orientations budgétaires 23-24. J'essaie de voir s'il y a des questions. J'en vois pas, mais ce que je vais faire, on peut prendre n'importe quelle question aussi au fur et à mesure. Ah oui, Monsieur Tremblay. Oui, bonjour, madame. Très intéressant, mais pour vous positionner, il faudrait prévoir dans les postes budgétaires là,
Parce que parmi les objectifs du programme, là, du futur programme là, des réseaux du FRQS, il y a au niveau des objectifs, c'est de créer des collaborations provinciales, nationales et internationales. Donc, si vous voulez vous positionner, là, il serait peut-être intéressant de prévoir ça là, dans le budget là, à ce niveau-là là, pour créer des collaborations nationales et internationales, là, si ce n'est pas déjà fait. Là. Ben, merci beaucoup, M. Tremblay, de faire cette précision-là. On a mis ça un peu dans nos activités de concertation parce que je pense que c'est, je vous reviendrai, là, mais on a eu, lors de notre pré-demande, on a eu quand même des commentaires, puis c'était un des commentaires, c'était un des commentaires de renforcer nos collaborations internationales. Donc, je vous remercie. Mais on y a pensé dans nos activités de concertation. Habituellement, on n'avait pas beaucoup de budget dans ces activités-là. On l'a comme un peu triplé. À mon souvenir, on avait 10 000, donc on a mis de l'argent. Donc, oui, assurément, merci beaucoup. Kelly, je pense, oui. J'avais plus une question à savoir, quand tu parlais justement de représentation, que vous avez fait beaucoup de travail de ce côté-là. Nous, comme chercheurs, on publicise qu'on a reçu des subventions du RISIC dans des articles ou dans des présentations, mais à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire qui peut soutenir ce volet-là? Ben oui, parce que là, je vais laisser la parole peut-être à Marc-André qu'on commence. On réfléchit à des façons où vous allez être plus visible, c'est ça, parce qu'on va mettre beaucoup de financement au niveau des activités de diffusion, de la visibilité. Donc, puis vous allez voir aussi, on cherche également à ce que la communauté, s'ils ont des bonnes idées, on a des sous, là. S'il y a des bonnes idées, venez vers nous. Tu sais, ça va être un peu ça parce que il y a de la place, là. Tu sais, il nous reste, comme on peut se dire, là, 18 mois. Non, pas 18 mois, 1 an. Tu sais, il nous reste 1 an. Donc, puis on a du financement. Donc, s'il y a des gens qui ont d'excellentes idées en termes de diffusion, d'événements, de transferts, donc il y a de la place. Donc, je vais peut-être à ce moment-ci laisser Marc-André, je pense que c'est le prochain point, Marc-André. Oui. Oui, qui va peut vous présenter des idées, mais ce n'est pas terminé comme tel au niveau de notre programmation d'activités. Oui, je te laisse la parole, Marc-André. Merci beaucoup, Josée. Donc, c'est ça, comme Josée vous le disait, je vais vous présenter un peu une ébauche présentement d'un plan qu'on a d'activités d'animation scientifique pour l'année, la période 2023-2024. Donc, tantôt, Josée vous parlait des concours de financement, donc pour les initiatives structurantes qui sont en place, mais au-delà des concours de financement qui peuvent être proposés aux chercheurs, il y a aussi lieu, en tant que réseau de recherche, de proposer des activités autant de concertation que de mobilisation des connaissances. Puis, pour faire suite à la question justement de Mme Kilpatrick, une des meilleures façons peut-être de favoriser le rayonnement du réseau, c'est justement à travers ces activités-là qui vont pouvoir être proposées. Comme Josée vous le disait, nous, on va vous proposer des activités, on vous propose des idées d'activités. Les détails ne sont pas encore toutes fignolés entièrement. Par contre, si vous-même, de votre côté, vous avez des activités à proposer, on va vous expliquer comment vous pouvez faire un peu plus tard, mais on veut surtout aussi, on ne veut pas que ça vienne uniquement de nous, en fait, ces propositions-là. En fait, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous êtes invités si vous pensez que vous avez des bonnes activités à mettre en place, puis que vous auriez besoin du soutien du RISIC pour mettre en place ces activités-là. On est entièrement ouvert à échanger avec vous à ce sujet. Donc, les premières activités qu'on va mettre en place pour 2023-2024, c'est les activités que vous connaissez probablement déjà, qui étaient déjà en place par le RISIC dans les dernières années. C'était les webinaires, donc la poursuite des webinaires qui sont ouverts aux membres du RISIC, mais également au grand public. Donc, souvent, c'est des webinaires qui sont animés par des membres réguliers, par des membres du RISIC. Et un ajout qu'on a fait cette année pour les concours de projets innovants et structurants. Donc, en fait, on a demandé, on invite les groupes de chercheurs qui vont donner un soutien financier à des projets innovants et structurants pour la période 2023-2024, de venir présenter l'avancée de leurs travaux et leurs résultats dans le cadre de webinaires. Mais au-delà de cette présentation-là des projets qui sont soutenus financièrement par le RISIC, on va également déployer au courant des prochaines semaines sur notre site Internet un service pour permettre aux membres du RISIC de proposer en tout temps l'animation de nouveaux webinaires. Donc, s'ils sont intéressés, disponibles et qui ont l'expertise pour présenter le webinaire.
Il y a quelques sujets, je vais vous avouer, qu'on cherche plus particulièrement. Donc, en tant que réseau de recherche, les fonds de recherche du Québec souvent nous invitent dans leur feuille de route à porter attention à certains aspects ou certains thèmes en particulier que vous voyez à l'écran. Et lorsqu'on va déployer ce service-là sur notre site Internet, on va être intéressé particulièrement à proposer des webinaires, en fait, qui touchent un ou plusieurs de ces thèmes-là. C'est pas de dire que c'est une liste exclusive et que vous devez obligatoirement vous coller à un de ces thèmes-là, mais je vous dirais qu'en priorité, c'est des thèmes qu'on recherche tout particulièrement pour le moment. Donc, si jamais vous reconnaissez déjà dans un de ces thèmes-là que vous voyez à l'écran, lorsqu'on va lancer ce service-là dans les prochaines semaines, bien, on vous invite déjà à nous soumettre une proposition pour animer un webinaire. La prochaine chose qui va s'en venir, je vous dirais, c'est la journée scientifique annuelle. Donc, il y a quelques années, c'était, je vous dirais, un événement qui était plus régulier dans le RISIC. La dernière journée scientifique annuelle, elle remonte à 2016, donc ça fait à peu près 6 ou 7 ans maintenant qu'il n'y en a pas eu. On veut ramener ça, donc maintenant qu'on a du financement. Et les journées scientifiques, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est une journée complète où les membres réguliers, partenaires et étudiants du RISIC sont invités à présenter leurs projets. Donc, c'est vraiment une journée pour mettre en valeur ces projets-là. Une journée scientifique annuelle, c'est quand même un événement, je vous dirais, d'importance organisée. Donc, dans les prochaines semaines également, vous allez recevoir une invitation. On va mettre sur pied un petit comité organisateur pour nous aider justement dans la proposition de cette journée-là. Cette journée qui va probablement avoir lieu au courant de l'automne 2023 ou au plus tard au début de l'hiver 2024. Donc, ça prend souvent plusieurs mois quand même à mettre sur place. Donc, vous allez avoir des nouvelles bientôt par rapport à ça. Une activité qu'on veut mettre en place, donc les fonds de recherche du Québec nous encouragent à être très, je vous dirais, plus audacieux au niveau de nos activités de mobilisation des connaissances. Donc, pour essayer le plus possible de rapprocher la science, on pourrait dire, du plus grand public ou des gens qui ne font pas nécessairement partie du domaine académique. Et une des activités qui est proposée par les fonds de recherche du Québec et à laquelle on songe présentement, c'est des entrevues, ou on pourrait dire des portraits avec les membres, donc pour permettre de manière peut-être plus vulgarisée ou informelle ou accessible, de diffuser les travaux que ces membres-là font, donc dans le fond, leurs intérêts, leurs expertises de recherche, pour que d'une part, oui, on parlait de rayonnement du réseau, mais également pour que les personnes qui font partie nécessairement de la sphère académique puissent un peu mieux comprendre qu'est-ce que les chercheurs qui sont soutenus par le réseau en fait font exactement. Donc, au-delà du rayonnement, c'est sûr qu'une stratégie comme celle-là peut permettre aussi de faire découvrir des nouvelles collaborations potentielles, surtout lorsqu'il s'agit de plus jeunes membres. Et comme je vous le disais, donc de rendre la science accessible et compréhensible par les utilisateurs de la recherche externe au monde académique. Ça aussi, c'est une activité qui est en préparation présentement. Donc, on est en train de voir c'est quoi les détails, comment ça pourrait s'articuler exactement, puis on va vous revenir là-dessus. Une autre des activités que le FRQS propose beaucoup, donc pour mobiliser les connaissances, c'est ce qu'eux appellent un peu des rapports et des résumés à l'intention des décideurs des connaissances. Des utilisateurs de connaissances, excusez-moi. Donc, en fait, il s'agit souvent de rapports ou de résumés, donc d'environ une page, donc qui vont présenter des points très, très concrets. Donc, ça peut être des considérations, des suggestions ou des recommandations pour les utilisateurs des connaissances et les décideurs, donc de manière peut-être un peu plus, encore une fois, vulgarisé ou accessible pour eux et en fait qui peut les aider directement à prendre des décisions. Donc oui, la publication scientifique, c'est une voie de dissémination, on pourrait dire, des connaissances, mais parfois, c'est pas même lorsque les articles sont en libre accès, c'est pas nécessairement une source auquel la majorité des décideurs vont avoir accès ou vont penser nécessairement à les consulter. Donc, ces rapports-là, ces résumés-là peuvent être un outil supplémentaire pour les décideurs pour prendre leurs décisions. Donc, ça aussi, on est en train de voir en ce moment les détails, comment est-ce qu'on pourrait proposer ces outils-là. Puis, en fait, ce qu'on vous disait tantôt, puis j'en reviens ici aussi, nous, on vous propose quelques exemples d'activités ici, mais si jamais vous avez d'autres activités que vous souhaitez mettre en place, puis vous voudriez obtenir le soutien du RISIC pour les mettre en œuvre, comme je vous disais, on va mettre en ligne bientôt une section sur notre site Internet pour vous permettre rapidement puis facilement de nous soumettre vos idées. Donc, peu importe où vous en êtes sur le plan de votre réflexion, de votre pensée, donc c'est pas obligé que ce soit des activités auxquelles vous avez pensé à 100% de tous les détails. Donc, si vous voulez échanger avec nous par rapport à cette idée-là, puis voir comment est-ce qu'on peut vous soutenir, bien, on est présent pour vous. Donc, je pense que c'est vraiment un peu le mot d'ordre de ma section de la présentation, de dire qu'on est présent. N'hésitez pas à venir vers nous s'il y a des activités que vous voudriez mettre en place. Et je vous dirais aussi par rapport à ces activités-là, ce pas des activités qui sont
On ne vise pas nécessairement uniquement les membres réguliers, les chercheurs, les professeurs. Je pense qu'il y a des étudiants qui sont présents aussi aujourd'hui parmi nous. Donc, si des étudiants aussi ont des activités à mettre en place, de ne pas hésiter à venir nous voir. Et je pense que c'est ce qui met la fin à cette section-là de la présentation. Merci. Céline, vas-y. Oui, ben, je voyais qu'il y avait une question dans le chat par rapport au fameux résumé de vulgarisation là, de Julie Fréchette. Comment les sujets seront choisis pour les rapports à l'intention des décideurs? Donc, ben, je peux commencer, puis Marc-André, José, vous pouvez compléter. En fait, c'est en lien avec les activités, je dirais, du réseau, des projets qui ont été soutenus par le réseau, notamment l'enquête, par exemple. On avait développé là, vraiment un résumé sur une page là, des principaux points qui étaient ressortis et de recommandations aussi. Donc, ce serait ma réponse. Je vais laisser José Marc-André compléter. Moi, je vous dirais que principalement, moi, puis là, comme je vous dis, les détails restent encore à revoir aussi, donc c'est pas canné nécessairement. Moi, je voyais beaucoup les projets qui présentement sont soutenus par le RISIC, donc en fait, un peu comme première source un peu pour ces rapports-là. Pour le reste, pour la suite, je vous dirais qu'en ce moment, je suis pas fermé à rien du tout. Donc, si jamais les gens travaillent sur des projets, ont une expertise sur certains sujets, même si ce n'est pas nécessairement à travers des projets qui ont été soutenus par le RISIC, donc à travers ce service-là qu'on va mettre en ligne, les gens vont pouvoir être invités aussi à nous soumettre ces idées-là. Nous, au RISIC, je veux dire, on a un comité scientifique également, il y a un comité de direction, donc qui peut aussi vous accompagner puis revoir là-dedans. Aider à revoir un peu cet outil-là, puis en tout cas, comment je le vois présentement, puis qui pourrait aider peut-être à fignoler ces détails-là. Ben, j'abonde dans le même sens que mes deux collègues. Dans le fond, si ça touche la science qui est développée dans le fond, le créneau de recherche qui est développé par le RISIC, même si ça n'a pas été financé par le RISIC. Donc, nous, c'est du soutien pour rendre ces résultats-là facilement accessibles aux décideurs. Même ce qui touche la vulgarisation, donc pour apporter du soutien aussi pour rendre les résultats accessibles aussi aux citoyens de façon plus large. Donc, ça n'a pas besoin d'être juste des projets financés par le RISIC, mais que ce soit dans le créneau qui est développé par les chercheurs. En fait, pas les chercheurs, toute une communauté, dans le fond, les chercheurs, décideurs, cliniciens. Donc, le RISIC, vous le savez, depuis 2003 que le RISIC existe, mais qui s'appelait un groupe de recherche. Donc, il est un réseau du FRQS depuis 2012. Donc, la science qui a été développée par le réseau. Oui, Céline, je vois que ta main est levée. Oui, en fait, je regarde le chat en même temps. Donc, je vois une suggestion ben, pertinente. Là. Puis, je vais peut-être me tourner vers Mélina et Maria-Cécilia. Peut-être créer des abstracts là, plus graphiques, vulgariser des résultats des articles de la revue pour favoriser le partage grand public et sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais ça pertinent. Je ne sais pas si Mélina ou Maria aimeraient réagir à ça. C'est bien intéressant, Mélina, mais je pense que tu peux parler avec moi. On regarde de possibilités. Mélina avait reçu même quelqu'un qui l'a contacté pour voir la vulgarisation par des chats. Vraiment, elle allait faire petit enregistrement sur les résultats principaux. On regarde ça pour voir les véhicules là, qui nous a contactés pour savoir la qualité, le sérieux de ces véhicules-là. C'est une possibilité, mais on envisage de voir les possibilités de faire une diffusion plus large des articles de la revue. Mélina, je ne sais pas si tu veux compléter un peu plus, mais je pense que grosso modo, c'est ça. Alors, on analyse les possibilités tout à fait. Et on va regarder ça pour ces genres de résumés. Ça, je ne connais pas autant, mais peut-être Kibili peut nous envoyer quelques informations de plus là-dessus. OK, merci. Je vois qu'il y a une autre main levée de Geneviève. Oui, dans les idées de mise en valeur, en fait, une idée très
qui mettrait aussi en valeur les collaborations et la provenance des membres du RISIC, de réverbération, en fait, de ce que les autres ont fait. Je m'exprime souvent, que ce soit les centres de recherche ou les universités vont faire des campagnes, des capsules sur un chercheur en particulier. Donc, ça serait de réutiliser ça, mais pour mettre, par exemple, si c'est une campagne sur les retombées des recherches d'un chercheur, ben, on a un template. Voici ce que le RISIC a contribué pour ce chercheur. Parce que des fois, c'est comme tous des petits leviers. Tu sais, un petit 5 000 $ pour aller chercher cette subvention-là, une petite affaire pour ça. Fait que tout ce qu'on fait, c'est de la réverbération. Donc, tu n'as pas le coût de la création du matériel de diffusion. Puis en plus, tu mets en valeur les collaborations déjà existantes. Fait que c'est de la réverbération médiatique là, en tant que telle. Fait que ça serait simplement de suivre les campagnes déjà existantes sur des chercheurs ou encore ceux qui ont des sites web de chaires, etc. Mais tu crées un template de page qui met en valeur ce qui, dans la page à laquelle tu renvoies, provient du RISIC. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le fond, on potentialise du matériel créé par d'autres qui a coûté cher, mais ça nous permet de mettre en valeur les collaborations et l'intersectorialité des différents profils membres, que ce soit chercheurs ou étudiants. Merci Geneviève, l'opérationnel de ça, on va te contacter, mais on a une petite idée. C'est ça, ben, c'est des pages, là, dans le fond. Mais il faut se créer après ça un template pour mettre en valeur ce qui relève du RISIC, puis ça monte les collaborations. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense pour le moment restant jusqu'à 1h30, on a vraiment ensemble la présentation. En fait, ce qu'on veut vous présenter brièvement, c'est l'avancée de notre proposition d'un nouveau réseau. Je vous dis brièvement parce qu'on a gardé plus de temps pour la discussion, puis on pourra discuter des autres points si vous avez d'autres. On est ouvert à toute discussion, là, à toute question. Donc, vous le savez qu'on a déposé, en fait, au mois d'octobre dernier, le 12 octobre dernier, dans le fond, un nouveau réseau qu'on a nommé, Marc-André, en fait, le réseau Soins. Soins pour soigner et innover ensemble pour la santé. Donc, c'est un nouveau réseau où la co-direction est assumée, en fait, qu'on propose, est assumée par Céline, moi et Éric Chouaquette qui s'est joint aussi à l'équipe. Malheureusement, il ne pouvait pas être ici aujourd'hui, il me semble. Donc, c'est une proposition de réseau qui prend vraiment appui sur la communauté de chercheurs du RISIC. Donc, que ce soit des chercheurs, mais des décideurs, des cliniciens, du citoyen, des étudiants, mais vraiment dans une optique d'ouverture, d'interdisciplinarité, de travail en intersectorialité. Donc, c'est un réseau où on a soumis la demande, comme je vous dis, au mois d'octobre, puis on a reçu quand même des commentaires qui étaient dans l'ensemble assez positifs. Donc, on y reviendra peut-être à la fin sur les commentaires, mais peut-être, bon, réseau soins, soigner, innover ensemble pour la santé, la prochaine diapo, c'est un réseau pour nous, avec ce titre, et je veux dire, c'est issu des travaux vraiment du comité de scientifique de direction, mais aussi beaucoup en fait, toute notre historique, là, comme science qu'on a développée, là, mais de nos travaux comité de direction scientifique, mais beaucoup aussi du travail qu'on a fait lors de notre assemblée en 2021. On avait fait des groupes de travail, on s'était questionné sur des différents de la science qu'on devrait développer. Puis, donc, on avait fait une après-midi, si vous vous en souvenez, en novembre 2021, où on avait fait des groupes de discussion. On a utilisé beaucoup ce matériel-là. Donc, ça a été sur plusieurs mois de travail. Pour en venir à cette demande, nous, avec ce réseau soins, la vision vraiment qu'on a, c'est ensemble pour la santé. OK, soigner, innover ensemble pour la santé, mais ensemble pour la santé. Quand on s'est dit ensemble pour la santé, c'est venu clair pour nous, puis nous, c'est nous largement, là. C'est venu clair pour nous qu'ensemble pour la santé, il faut prendre en considération tous les acteurs de la santé. Puis tous les acteurs de la santé, ça passe au départ, c'est par l'usager, les proches aidants qui ont un rôle clé, le personnel soignant qui est, oui, les professionnels, mais les intervenants communautaires, tous les acteurs de la santé. Donc, pour nous, on a comme identifié des besoins d'innovation
des besoins d'innovation qui vont permettre, dans le fond, de soutenir le pouvoir d'agir des usagers, que ce soit dans la prévention, la gestion des problèmes de santé. On le sait, dès qu'on est hospitalisé rapidement, on planifie on planifie déjà le congé dès le jour premier de l'hospitalisation. Donc, le pouvoir d'agir des usagers qui sont personnes, familles, communautés, donc rehausser ce pouvoir d'agir. Aussi, l'idée, c'est vraiment au niveau des proches aidants, on sait que besoin d'innovation pour les soutenir dans leur rôle, mais aussi de soutenir leur santé. Donc, on est très intéressé. Et au niveau du personnel soignant, en particulier, bien sûr, tout le personnel infirmier, donc, comment les valoriser, les mobiliser, les retenir dans la profession? On a fait, vous savez, le RISIC a quand même fait des enquêtes. Ça nous a amené beaucoup à y réfléchir. Donc, quand on parle et bien sûr, d'arriver avec ces innovations et de les mettre rapidement en œuvre. Dans la prochaine vidéo, rapidement, je vous montre, on présente la mission, mais rapidement, on veut développer, évaluer puis mettre en place des innovations. Quand on parle d'innovation, c'est des innovations, mais c'est ça, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle application qui pourrait être à titre individuel, comme des outils d'autonomisation numérique pour les clientèles, pour les patients, pour les individus qui prennent en main leur santé, mais ça pourrait être aussi des pratiques plus organisationnelles. Donc, c'est assez large. Et ça nous a amené, dans le fond, après cette mission, peut-être je vous présenterai notre schéma parce que c'est un peu un schéma qui met en lien, dans le fond, tous nos axes. Donc, on est parti de ces besoins, on s'est dit, bon, il faut vraiment avoir un axe, autonomisation et expérience de soins des usagers. Un axe, proche aidant et milieu de vie sain. Un axe, personnel soignant et milieu de soins sécuritaires. Et bien sûr, on s'est dit, on développe des innovations, on les évalue, mais on doit pousser la mise en œuvre des innovations. Donc, comment on arrive vraiment, toute la science de l'implantation de Proxine Party, un axe excessivement important. Donc, on a vraiment proposé, dans le fond, dans la demande d'octobre, ces 4 axes. Je laisserai peut-être Céline, notre présentation est courte, là, mais les prochaines minutes à Céline pour finaliser, oui. Oui, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Merci, Marc-André. Donc, peut-être juste pour faire le lien là, avec les 4 axes qui vous ont été présentés, là, tout ce contenu-là a été possible grâce, entre autres, aux ateliers de discussion qu'on avait eus lors de l'Assemblée générale en novembre 2021. Donc, ceux et celles qui étaient présentes, on avait eu vraiment du temps là, pour échanger les idées et tout ça. Et le matériel qui est ressorti là, très riche là, a vraiment aidé là, à conceptualiser l'ensemble des axes proposés. Donc, au niveau des plateformes, en fait, on propose 3 plateformes. Une première plateforme qui est en lien avec le partenariat et la mobilisation des savoirs. Donc, vraiment faciliter les partenariats avec les citoyens, les patients, les familles, les décideurs, éducateurs, etc. Et aussi d'avoir du soutien, là, des ressources là, en lien avec la mobilisation des savoirs. Ça pourrait être sous la forme d'ateliers, de formations, d'outils. La deuxième plateforme en lien avec le soutien, là, autant aux jeunes chercheurs, aux chercheurs mi-carrière et plus seniors, la relève étudiante également. Donc, les soutenir professionnellement, mais aussi via différents concours là, pour du soutien financier. Et la dernière plateforme qui serait plus ressources rayonnement des savoirs. Donc, on a déjà une banque qu'on avait développée là, il y a déjà plusieurs années, qu'on bonifie, qu'on voudrait aussi là, poursuivre là, à rendre disponible, notamment pas juste aux membres, mais aux étudiants également. Comme présentement, là, les étudiants ont accès à cette banque-là. Et la revue dont vous avez entendu parler, là, qui est
qui est un outil très privilégié pour la dissémination là, des savoirs et la science ouverte. Donc, l'équipe de leadership prend forme. Je dirais j'aimerais dire qu'il reste de la place aussi là, pour des personnes qui voudraient s'impliquer. Donc, au niveau des 4 axes, là, vous avez les personnes là, qui sont impliquées. Il y a des nouveaux membres aussi, là, des membres qu'on connaît déjà, des nouveaux membres. Donc, Marilyn Aïta, Marie-Pascale Paumé pour l'axe d'autonomisation, expérience des soins des usagers. Proche aidant, milieu de vie sain, Sylvie Lambert. Geneviève Roch pour personnel soignant, milieu de soins sécuritaires. Et pour la mise en œuvre des innovations, bien, on a Marie-Pierre Gagnon et Guillaume Fontaine, qui est de la relève. Donc, je l'ai mentionné dans le chat, mais je vais vous le mentionner aussi là, verbalement. Je pense que une des stratégies qui va être très, très bénéfique au nouveau réseau, c'est d'inviter des nouveaux membres de d'autres disciplines à se joindre au réseau. Parce que c'est très important d'être un réseau interdisciplinaire, intersectoriel. Donc, une façon simple d'y penser, bon, si vous avez déjà des projets financés par le RÉSIC avec des membres de d'autres disciplines, invitez ces membres-là à devenir membres du réseau. Alors, c'est une façon quand même assez simple et concrète là, de donner de l'expansion et de la richesse à notre réseau. Et puis maintenant, la procédure d'adhésion là, qui est maintenant mise à jour, là, mais tout va être disponible là, en ligne via le site web. Donc, ça va être très facile. Ce ne sera pas une procédure qui sera ardue. Donc, j'avais lancé le défi en novembre 2021. Je le relance à nouveau. C'est très important là, d'aller se chercher des nouveaux membres. Donc, je dirais aussi que il y aura une consultation qui sera lancée dans les mêmes, probablement dans les mêmes temps là, que les adhésions pour avoir, dans le fond, vos idées, que vous puissiez partager vos idées sur les orientations et les activités du nouveau réseau. Donc, tout ça sera disponible là, probablement début mars. Là, Marc-André pourra vous confirmer, mais c'est à très court terme. Oui. Est-ce qu'il y aurait des points que vous aimeriez discuter, échanger? Céline, si tu me permets, peut-être dire Oui. que 2 secondes. La demande, vous savez, la demande réseau devait être pour le mois d'avril, hein, de nouveaux réseaux. Ah oui, c'est vrai. Puis là, finalement, c'est le 19 juin. Donc, tu sais, nous, on a commandé. Donc, ça a été replacé. Peut-être dire, si vous me permettez, M. Tremblay, je vais juste, tu sais, au niveau des réseaux, peut-être vous dire le 12-13 janvier, peut-être revenir avant le point de Varia. Le 12-13 janvier, on a été invité, vous savez, dans la demande des réseaux, il y a eu 42 propositions de réseaux. Ça ne devait pas être, voyons, devait pas avoir ça ne devait pas être évaluatif échec, là, mais en fait, on a su que sur les 42 réseaux propositions qui ont été soumises, il y en a eu 5 qui ont eu des commentaires plus ou moins favorables, qui ne se sont pas présentés. Le 12 janvier, on était invité à présenter notre réseau en 5 minutes. Il y a eu 37 réseaux qui ont présenté leur réseau là, en 5 minutes. Il n'y a eu aucune question. On a passé une journée de même là, à tous les 5 minutes, il y avait un réseau qui présentait. Et ça a été fort intéressant comme expérience et je pense que notre évaluation, on n'est pas rentré en détail, mais on a eu quand même une évaluation satisfaisante. Donc, on a eu une évaluation satisfaisante. Comme M. Tremblay disait, il fallait, je pense, au niveau du partenariat international canadien, nos axes ont été comme très bien
très bien, très apprécié. Donc, tous les axes, surtout l'axe que je pourrais vous dire personnel soignant. Donc, les axes ont été très bien, en tout cas, très appréciés, mais dans l'ensemble, on a eu une bonne évaluation. Donc, peut-être vous dire que, bon, il restait 37 réseaux. Carole Jabet, dès le vendredi, qui est la directrice du FRQS, elle nous a dit, ben, écoutez, il n'y aura pas plus que 10 millions, là. Puis, vous êtes 37 réseaux, mais à la fin, il va en rester 12. Donc, essayez donc, elle nous a dit, s'il y a des fusions, tu sais, soyez, dans le fond, dans une posture d'ouverture s'il y a des collaborations ou des fusions. Donc, on tient à vous dire que, bon, il n'y a pas on est quand même dans une position d'ouverture, mais on sait que la science qu'on a mis de l'avant, nos 4 axes, c'était vraiment apprécié. Donc, peut-être un peu vous dire qu'on est en développement là présentement. On a déjà formé nos équipes. On veut vous revenir. Donc, on n'a pas trop précipité. Là, on sait qu'on a jusqu'au mois de juin, mais dans les prochaines semaines, vous allez avoir plus de courriels, de courriels et d'informations. Donc, peut-être c'est ça qu'on voulait comme finaliser, mais là, on est ouvert. Là, c'est le moment de la discussion parce que nous, on a comme terminé à vous présenter. On voulait vraiment garder beaucoup de temps, là, un temps pour la discussion, au moins le tiers du temps pour la discussion. Puis, M. Tremblay, je vous laisse. Oui. Oui, merci. En fait, c'est un commentaire là, qui est, comme je ne suis vraiment pas dans le domaine infirmier, moi, je fais de la recherche fondamentale sur le VIH-Sida, donc je ne suis pas en conflit d'intérêt. Quand je regarde vos axes, ils sont très intéressants, etc., mais je me demande si, avec le vieillissement de la population qui met de la pression encore plus forte sur le système de santé, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les problèmes que vous avez au niveau des soins infirmiers, tant dans le recrutement que de la rétention du personnel, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'ajouter, je ne sais pas, un axe ou dans un des 4 axes que l'aspect prévention soit encore plus important parce que tant pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, je veux dire, ce qu'on veut faire, là, c'est on veut éviter les gens de se retrouver. Je sais là, que les soins, c'est sûr, mais si on peut prévenir un peu, là, puis si on peut, je ne sais pas, là, c'est un commentaire très personnel parce que j'ai vu le mot prévention dans votre présentation sur ce qui a été présenté au FRQS. Je l'ai vu une seule fois. J'ai peut-être manqué, là, mais pour moi, je pense que ça serait vendeur. Là. Si j'étais, en tout cas, un scientifique, si j'évaluais votre demande, là, mais c'est très personnel comme commentaire. Bien, je pense que c'est un commentaire excessivement important. On l'a mis dans l'axe 1. Ce sera à voir parce que là, je veux dire, ce n'est pas définitif. Tu sais, il nous reste quand même quelques mois. Vous avez très raison parce qu'on nous a dit que la moitié du budget est au domaine de la santé puis il n'y en a plus d'argent. Donc, on ne peut plus offrir d'offres. Il faut diminuer la demande. Donc, une façon de diminuer la demande, c'est tout ce qui touche la prévention dans ce qui touche l'autonomisation puis la prévention. Donc, notre axe 1 couvrait la prévention. On est encore à se questionner, est-ce qu'on devrait peut-être en faire un axe en lui-même? Mais je pense que ça va être avec le comité scientifique. Céline, je te laisse aussi réagir. Oui, ben, je trouve ça très intéressant. Puis je pense qu'en fait, la prévention, ça touche les 3 axes. Ça touche l'usager, ça touche les proches aidants, puis ça touche le personnel et les intervenants. Donc, la prévention est vraiment plus globale. En tout cas, c'est une réflexion, là, mais je pense que ça touche tous les acteurs de la santé. Il y a Sylvie Lemay qui a la main levée. Oui, bonjour. J'avais deux questions. Une question d'intervention juste en lien avec ce que tu viens de dire, Céline. Est-ce qu'on pourrait avoir un axe transversal qui s'appellerait justement prévention? J'ai vu ça dans d'autres réseaux, là, donc je ne sais pas, peut-être que ça serait à regarder, là. Puis l'autre chose, c'est que est-ce qu'on a été approché par d'autres réseaux pour fusionner? Parce que appartenant à d'autres réseaux, là, il y a comme des initiatives des fois qui sont en cours pour fusionner certains réseaux, là.
Puis je me demandais si ça avait été le cas pour nous, si on avait on a vu des approches de ce côté-là. Est-ce que j'y vais ou? Ben oui, ben, Alors, oui, on a été approché. On n'a approché personne. On a été approché par le réseau 1. Donc, le réseau 1 qui est plus un réseau en soins primaires. Donc, c'est sûr qu'on a des points de convergence là, assez évidents au niveau développement, implantation des innovations, organisation des soins. Puis, il y a beaucoup de nos membres qui sont membres du réseau 1 aussi. Là, il y a beaucoup plus je dirais, de complémentarité, là, de membership avec ce réseau-là. Donc, il n'y a pas de décisions qui ont été prises à ce moment-ci. C'est toujours en discussion, mais c'est certain que, étant donné le feedback qu'on a obtenu, là, notamment en lien avec la conceptualisation des axes, c'est sûr qu'il y a toujours de la place à bonifier, à s'ajuster, à faire certaines modifications, mais la conceptualisation comme telle, elle a été bien reçue. Donc, c'est sûr qu'on aimerait poursuivre là, dans cette lancée-là. Donc, s'il y aurait une alliance, ben, ce serait toujours dans cette progression-là avec les commentaires reçus. Est-ce que Josée, tu aurais eu quelque chose à ajouter ou? non, c'est ça. En fait, s'il y a une alliance, je pense que pour nous, ça devient important que ça soit avant fin octobre, excusez, la fin février, parce que, je veux dire, on est quand même serré dans le temps, mais on est ouvert, c'est ça. Non, je pense que ça couvre. Je laisserai peut-être Geneviève qui a une question ou un commentaire ou suggestion. Ben, en fait, j'ai bien aimé le commentaire de Michel, puis je ferais du pouce, Michel, sur prévention, parce que pour moi, soin, je vais partir encore plus loin. C'est promotion, prévention, traitement. Fait qu'en soi, il est probablement dans les 3 axes, un peu comme Céline le mentionnait. Puis je rajouterais, c'est promouvoir, prévenir, traiter, soigner. Fait que si le clin d'œil à la commission Claire, on avait déjà prévenir, guérir, soigner. Donc, on a la capacité dans le soin aussi de promouvoir. Fait que peut-être qu'on peut le partir. De la même façon qu'on n'est pas associé aussi à un niveau de service, là, c'est peut-être plus proche à propre à l'axe personnel soignant, milieu, environnement sécuritaire, mais on agit souvent autant en soins primaires, secondaires, tertiaires. Donc, on fait la croisée des chemins dans ça, mais ce que tu amènes comme commentaire, c'est qu'il faut le rendre encore plus visible. Il faudrait toujours rendre visible ces couches-là, puis que la caractérisation, c'est l'intégration dans ces couches-là. Donc, l'intégration entre la promotion, la prévention, le traitement, l'intégration entre le soin primaire, secondaire, tertiaire, l'intégration. Donc, puis c'est ce qui fait la caractéristique du soin. Mais j'aime vraiment le commentaire. Merci beaucoup. Merci. Chantal, oui. Oui, ben je ne sais pas comment formuler ma question. Je vais le faire. En fait, c'est parce qu'on entend parler de ce qui s'en vient avec cette grosse demande, puis pour financer des regroupements. J'aurais peut-être aimé vous entendre sur ce qui a été mentionné justement en janvier concernant ce financement-là, parce que moi, j'ai pu comprendre que c'est pas quelque chose qui va être récurrent, là. Ça va se donner à un moment de, tu sais, ça se donne, là, je pense que c'est pour 4 ans, 5 ans, mais ils ont une visée à devenir un peu autonome et tout ça. Est-ce que ça, vous avez réfléchi à cette portée et cet avenir possible pour le regroupement sans, dans la prochaine mouture, là, qu'on soit financé, justement, là, qu'il faut falloir voler de nos propres ailes? C'est ce que j'en avais compris. Ben, en fait, je peux commencer à répondre. Le financement pour le concours, c'est sur 8 ans. C'est long, 8 ans. Ben, en termes de, je veux dire, programmation, là, on est moins habitué à ça. Habituellement, on est dans les 4-5 ans dans les programmations, mais là, c'est 8 ans. C'est certain que
On parle d'un pool de réseau qui est assez élevé, là, une trentaine, là. Même avec les alliances, ça risque d'être autour de ça. Il y a d'autres options possibles de financement avec des partenaires, notamment, bon, nous, notre partenaire, c'est le ministère. Donc, c'est certain qu'il y aura des discussions pour explorer une certaine pérennité là, de financement là, avec le ministère. Ça peut être une option. Puis, Mme Jabel l'avait aussi là, clairement mentionné là, que pour les réseaux non financés, mais pertinents, il y aura matière à identifier d'autres partenaires. Ouais. Peut-être que je rajouterais un peu les critères d'évaluation. Comment, en fait, les réseaux, il va y avoir peut-être un comité scientifique, des comités, des sous-comités scientifiques, dépendamment des types de réseaux puis les créneaux qui sont développés. Il va y avoir des comités scientifiques. Et même si on a une note excellente, à la fin, il y a un comité stratégique qui revoit l'ensemble des 32 réseaux. Disons qu'il y en a 32 qui vont présenter une demande. Et là, c'est la programmation scientifique du Québec. Et dans le fond, il y a des réseaux qui peuvent avoir une évaluation scientifique incroyable, un pointage élevé, mais dans la programmation scientifique du Québec, au niveau de la stratégie, on voit moins leur raison d'être ou moindre. Donc, ça va être assez particulier, la finalité, mais ça va être... donc, c'est ça, c'est pour les 8 prochaines années. Donc, il n'y aura plus d'autres concours. Là. C'est assez particulier cette fois-ci, comment... Il faut être agile, mais on va rester pris dans le ciment pendant 8 ans. Je ne sais pas trop, en tout cas. À suivre. Oui, Marie-Hélène. Je savais pas si je prenais la parole ou non, puis c'est ça, José, ton dernier commentaire, en fait, ça me questionne beaucoup, parce que c'est ça, faisant partie d'un autre prochain réseau, on espère. C'est ça, donc il y a plusieurs discussions entre les réseaux qui ont proposé une lettre d'intention, puis ça beaucoup de discussions pour que ça bouge pas tant que ça, je pense. Mais je pense qu'on sent la volonté. Est-ce qu'il y a des fusions? Puis donc là, de savoir que Réseau 1 a approché le RISIC, je trouve ça intéressant parce que ça montre que eux nous perçoivent comme une menace, en fait, parce que là, le questionnement, c'est on veut pas proposer une demande où l'évaluation, on va sentir qu'il y a deux réseaux qui marchent un peu sur le même terrain. Par contre, dans cet esprit-là, puis surtout en lien avec le fait qu'il y a comme on sent qu'il y a comme une programmation beaucoup plus large, une coordination au-dessus. Le réseau 1 est très, très connecté avec l'unité de soutien SSA, donc l'unité de soutien des systèmes de santé apprenants, qui sont très bien intégrés. Donc, il y a un financement qui est pas en lien avec les réseaux, mais qui a un financement important. Puis là, je connais pas la teneur exacte de chaque axe qui est proposé, mais dans l'axe 1 du réseau soins, donc autonomisation, expérience de soins des usagers, ben assurément que là, il y a des gros regroupements à faire avec ce que le réseau 1 propose. Donc, moi, à cet effet-là, puis je suis bien contente de voir le nom de Marie-Pascale Pomé, d'ailleurs, comme qui est impliquée dans cet axe. Mais j'ai des questionnements de l'extérieur. Est-ce que comment ça va être reçu que deux réseaux proposent ce partenariat-là comme au cœur de leur façon de voir. C'est ça qu'il y a tellement des recoupements qu'il y en a un des deux qui passe pas. Puis je veux pas que ce soit un autre.
je pense qu'on voit des avantages. Céline, en tout cas, je vais débuter, mais on voit, je pense, des avantages de part et d'autre de se regrouper. Tu sais, je pense, on va se le dire. Euh, puis nos forces, qui étaient peut-être notre carte conceptuelle scientifique, je pense qu'on a des forces et des faiblesses complémentaires dans nos pré-demandes. OK. Eux, au niveau des plateformes, sont excessivement bien développés. Ils ont plein d'activités, il y a beaucoup d'animations, tu sais, sont réseautés canadiens. Bon. Nous, au niveau des axes on y a réfléchi, qu'on a opérationnalisé, ça a été notre point fort. Donc, je pense que, sans entrer dans le détail, mais la première ligne est assez financée de façon canadienne ou par d'autres structures. Donc, probablement que ça a été moins gagnant, on va dire ça comme ça. Donc, on voit que si c'est pas un qui va, on voit plus ça va être un travail de mise en commun pour former un nouveau réseau, comprenez-vous? Ça serait plus ça que, puis de mettre nos forces ensemble, là, nos bons coups, garder les deux nos bons coups, puis donc, mais il faut y arriver. Donc là, on est là-dedans, là. Voici Céline, c'est à l'autre chose. Non, je pense que tu as bien présenté la situation, puis les discussions actuellement sont beaucoup dans une optique de présenter une demande qui va être gagnante, là, basée sur les forces. Je regarde le chat en même temps. Serait intéressant de mettre de l'avant comment notre réseau contribue à un système de santé basé sur la création de valeur actuellement au cœur du discours du ministère. Donc ça, c'était de Julie Fréchette. Je serais intéressée peut-être à t'entendre un peu, Julie, par rapport à ça, si tu peux, si tu as accès à l'audio, juste pour élaborer un petit peu sur cette idée-là. Présentement, avec toute la refonte au niveau du questionnement sur la gouvernance en santé, le projet de réinstaurer un peu l'agence ou tout ça. Et depuis un certain mois, on entend beaucoup parler de la création de valeur. C'est même c'est une philosophie qui est mise de l'avant pour le système de santé au Québec. Puis on voit que ça découle dans différentes choses, comme la commissaire à la santé au bien-être. On voit que le système axé sur la valeur, c'est vraiment au centre de leur philosophie pour faire leurs travaux. Donc, je pense qu'il y a un angle qui pourrait être intéressant pour qu'on ait un certain levier pour parler un peu le même langage qui pourrait, au niveau stratégique, nous gagner des points. Merci, Julie. Très intéressant. J'ai Geneviève qui a levé la main. Oui, en fait, Julie n'est pas ignorée avec environnement sécuritaire. Dans le fond, on fait déjà les blockchains. Donc, en tant que tel, dès que tu crées l'indicateur, tu pars ton blockchain. Si ton blockchain est parti à partir de ce qui donne la valeur du point de vue de l'usager, donc tu fais le lien avec l'autre axe, ben, ça veut dire que tu as ta chaîne de valeur qui monte. Puis ça peut être lié au mode de financement si on y apporte un coup d'œil économique. Mais oui, on peut le mettre plus en relief, mais même on peut le mettre encore une fois en relief, en tout cas rapidement, je le vois dans deux des axes et probablement qu'on pourrait toucher le troisième avec personnel soignant parce que, pas personnel, excuse-moi, soignant et milieu de vie, parce que plus qu'on reste à domicile, plus qu'on respecte les valeurs de la personne, plus qu'on investit là-dedans. Donc, tu peux partir une autre chaîne, mais présentement, c'est surtout vu dans les modes de financement aussi, là, fait qu'on peut le voir avec les indicateurs de sécurité. Fait que, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Puis d'ailleurs, innovation, on n'a pas parlé, mais il n'y a personne qui a posé la question. Moi, j'aime ça parce que souvent, je me fais taguer soit innovation sociale, soit innovation organisationnelle, soit innovation technologique. J'ai aucun peu, tu sais, je fais les trois. Puis on est plusieurs déjà dans le réseau à faire les trois, fait que c'est une autre force. On transite rapidement, puis souvent, même si c'est les trois en même temps. Fait que les concours n'aiment pas ça habituellement, sauf maintenant les concours fédéraux avec les trois organismes. Mais en tant que tel, c'est aussi une autre caractéristique qu'on pourra peut-être élaborer parce qu'on n'a pas dit quel type d'innovation, quelle était la maturité des innovations recherchées ou quoi que ce soit, mais vu qu'on sait que parmi nos membres, on en a autant au niveau social, organisationnel que technologique, on peut jouer là-dessus.
je regarde moi aussi je vois pas d'autres questions. Dieu Tremblay a levé Oui, la main. Ouais. En fait, ce n'est pas une question, c'est un commentaire au niveau tactique. Vous avez mentionné, on vous a, il y a 37 réseaux là, qui vont soumettre une demande complète. Ils vont en financer peut-être une dizaine, peut-être 12. Donc, est-ce que ça a été mentionné, là, vous avez été approché par le réseau 1, SSA, qui est déjà financé puis qui a une reconnaissance à l'échelle canadienne parce qu'ils sont financés par les Instituts de recherche en santé du Canada. Donc là, vous recherchez un financement du FRQS. Dans le FRQ, il y a le mot recherche. Pour SSA, la recherche, je pense que le transfert des connaissances, etc., ils ont déjà fait, eux, puis ils ont leur carte, si on veut, leur carte de visite. Là. Donc, moi, je n'écarterais pas ça du revers de la main, là, un rapprochement avec eux, parce que si vous n'avez pas le financement, l'avantage avec le FRQS, ça vous donne quand même au niveau scientifique, là, je ne veux pas dire que l'argent du M3S, ce n'est pas bon, mais là, vous auriez un financement pour 8 ans. Je ne pense pas que le M3S pourrait vous donner du financement pour 8 ans, là, mais peut-être que je me trompe. Moi, je n'écarterais pas ça du revers de la main, là, un rapprochement avec le réseau 1, là, SSA. Bien, en fait, peut-être vous dire que le ministère nous finance, mais via le FRQS, parce que c'est un partenariat ensemble, on va le dire comme ça. Mais assurément, je pense qu'on nous sommes rendus à notre 3e ou 4e rencontre avec le réseau 1. L'idée, c'est vraiment de trouver, mais c'était difficile de l'annoncer aujourd'hui parce que je veux dire, on est en travail de concertation, de collaboration, donc, mais on y voyait des plus de chaque côté, assurément. Puis quand on a vu les 37 réseaux, c'est avec eux, on n'a pas fait d'avancée, mais quand on regardait les réseaux, on se disait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs. Donc, on connaît bien Yves Couturier, Catherine Hudon, avec lesquels beaucoup de nos chercheurs font partie aussi du réseau 1. Donc, je pense que c'était le seul réseau, parce qu'autrement, on a vu qu'il y avait des réseaux un peu plus à la verticale, puis il y avait des réseaux un petit peu plus horizontales, transversales. Donc, il y a des soumissions de réseaux comme santé numérique, méthode quantitative, sciences du comportement. Donc, il y a comme c'est ça, on se voyait des alliances vraiment, là, peut-être plus avec le réseau 1. Donc, on y travaille. Puis je pense que d'ici la fin février, c'est ça. On va vous revenir là, vraiment avec les suites. Mais pour l'instant, on aurait bien aimé d'être plus avancé puis arriver vraiment avec arriver plus avec quelque chose de précis, là, mais c'est ça, on est en. Merci. Je pense que je vois le temps passer, mais il nous restait 5 minutes. Je ne sais pas si dans Varia, s'il y avait. Je pense qu'il nous restait juste un point Varia ou on continue la discussion, mais si vous avez dans le fond, des points Varia à ajouter, bon, félicitations à tout le monde, Marie-Hélène. C'est vraiment travail, en fait, toute une communauté qu'on a senti appuyée, puis depuis toujours, hein, donc la RISIC. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je regarde voir. On a 2 écrans, là, puis là, on se promène d'écran en écran. Il y a des mains levées ou. Puis peut-être vous dire aussi que, bon, pour 23-24, avec le financement, on va arriver avec des concours assez rapidement. Des concours assez rapidement, ce qui veut dire là, d'ici ce printemps. Pas ce printemps, mais disons juin. Printemps, début été. Là. Je ne sais pas, Céline, si tu as d'autres choses à annoncer ou. Non, en fait, j'aimerais remercier tout le monde pour les beaux échanges, la discussion. C'était vraiment très riche et agréable. Donc, on vous remercie de votre soutien, de votre contribution, collaboration au réseau. Mm-hmm. Puis,
bon, on va vous tenir au courant des prochaines étapes, c'est certain. Mhm. Ouais, merci beaucoup, puis à bientôt. Merci tout le Merci tout le monde. monde. Merci.